Alors, dans cette dernière vidéo sur ce chapitre portant sur la polarisation, nous allons revenir dans le cadre de l'utilisation d'une lame d'onde sur les notions de polarisation et d'anisotropie. Donc, typiquement, eh bien, quand on a des milieux anisotropes, quand on y a des polarisations, il y a un grand nombre d'angles et d'orientations qui vont intervenir. Donc, on peut parfois se perdre parmi tout ça. Donc là, on va essayer de discuter un cas simple, c'est une polarisation rectiligne qui arrive sur une lame de phase qui est faite d'un matériau biréfringent uniaxe. Alors, on a deux choses. D'une part, le matériau, qui est la lame biréfringente uniaxe. Pour cette lame biréfringente uniaxe, on va avoir une orientation pour ce qui concerne l'axe optique. On va avoir une orientation pour ce qui concerne les lignes neutres. Et comme on a un milieu ici uniaxe, eh bien, on va considérer des indices ordinaires et extraordinaires. Maintenant, en ce qui concerne la polarisation, on va avoir eh bien, une orientation de la polarisation rectiligne et on a aussi un autre angle qui intervient qui est le déphasage entre les composantes d'entrée et le déphasage entre les composantes de sortie. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait un certain nombre d'orientations et d'angles et il ne faut pas se mélanger entre toutes ces orientations. Alors, on va prendre déjà ce qui concerne le matériau. Un petit rappel, la surface des indices ici pour un matériau anisotrope, eh bien, c'est une surface qui est assez complexe avec différentes nappes et ces nappes, elles se croisent en un point P. Donc ici, cette surface des indices, on l'a représentée que sur un seul octant. Si on le représente sur la totalité de l'espace, eh bien, on voit que on a en fait deux directions privilégiées qui apparaissent. On a deux axes qui existent. Alors maintenant, si on considère un milieu qui est uniaxe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que dans ce cas-là, on a deux indices qui sont égaux, c'est les indices ordinaires et un troisième indice qui est différent. Et ça va conduire eh bien, à ce que les deux axes précédemment visibles fusionnent en un seul axe. Ici, c'est l'axe optique du milieu. Alors, on a parlé de la surface des indices qui va nous donner la valeur de l'indice dans une certaine direction de propagation. Une autre surface qui est intéressante, c'est la surface des vitesses. Elle n'est pas connectée à l'indice, elle est connectée à l'inverse de l'indice. Alors, ici, j'ai pris le cas d'une lame mince, et cette lame mince, elle a été taillée suivant différentes positions de l'axe optique. Dans le premier cas, on voit que notre axe optique, il est orienté à 45 degrés. Là, il est, euh, il est vertical, ici horizontal, et puis là, il est orienté vers nous. Alors, dans chacun des cas, eh bien, je vais considérer la surface des vitesses, donc je vais la reporter ici sur la face d'entrée, et je vais tracer le cas où j'ai un rayon incident qui arrive perpendiculairement, qui arrive avec une incidence normale par rapport à la face d'entrée. Et ça, on l'a déjà vu, comment tracer ces rayons. Quand on est à 45 degrés ou dans un autre cas, ce qui va se passer, c'est que notre rayon initial, quand on considère la surface des indices qui est un cercle, eh bien, le rayon en incidence normale, lui, n'est pas dévié. Donc, il traverse sans avoir aucun angle. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué quand on considère l'autre surface qui est elliptique de grand axe 1 sur NE, de petit axe 1 sur NE, de grand axe 1 sur N0, eh bien, ça peut créer une déviation du faisceau. Donc, on voit que dans notre premier cas, le faisceau y ressort avec un décalage spatial par rapport au faisceau
d'entrée, ici, on a doublé le faisceau, c'est le phénomène de biréfringence. Donc ça ne va pas être favorable si on veut effectuer une lame de phase, parce qu'on voit qu'en sortie, on aura deux faisceaux qui seront spatialement séparés. Maintenant, dans le deuxième cas, quand l'axe optique est orienté suivant la même direction que le faisceau incident, eh bien, notre faisceau incident, ce qu'il va voir, on a ici un point de contact entre les deux surfaces, donc il aura pas de raison d'être dévié et il aura aussi, il verra le même indice pour les deux surfaces. Donc, du coup, en sortie de cette configuration, il n'y a rien qui se passe. On n'a pas de séparation des faisceaux, on est comme si on était isotrope et on n'a pas de déphasage entre les deux faisceaux superposés. Donc, si l'axe optique est dirigé suivant le rayon incident, rien du tout qui se passe. C'est comme si notre milieu était isotrope. Notre vaisseau, il voit ici qu'un seul indice de propagation. Alors maintenant, les deux derniers cas, là, l'axe optique, il est parallèle à la face d'entrée. Il est situé dans le même plan que la face d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On voit que notre faisceau incident, eh bien, si on regarde la tangente à notre ellipse, qui est ici en pointillé rouge, eh bien, cette tangente est horizontale, ce qui veut dire que le faisceau, il va bien se propager sans prendre d'angle. Donc, on va garder la même orientation, les faisceaux vont rester superposés. Donc, c'est un peu comme le cas précédent, mais il y a quand même une différence, c'est que là, chacun des faisceaux va voir un indice différent. Le bleu va voir l'indice N0 et le rouge va voir l'indice NE. Donc on va avoir un déphasage qui va se créer entre les deux faisceaux, chose qu'on n'avait pas dans le cas précédent. Et le dernier cas, eh bien, c'est la même chose, hein. Là aussi, on va avoir les deux faisceaux qui sortent confondus avec un déphasage qui apparaît entre les deux rayons émergents. Donc si on parle d'une lame de phase, eh bien, c'est un matériau qui a été taillé suivant ces deux configurations. Et quand on va le tourner, ben, on voit bien qu'on va rester dans une configuration soit l'une, soit l'autre, soit intermédiaire. Donc l'axe optique, son orientation, c'est important parce que suivant l'orientation de l'axe optique, on va avoir des comportements très différents. Alors maintenant, si on veut connaître les orientations du champ qui peuvent traverser le milieu sans subir de changement, il faut se tourner vers l'ellipsoïde des indices où on va reporter eh bien, la direction du rayon incident. Euh, on a aussi l'axe optique et dans le cas qu'on a ici, l'axe optique est confondu avec le rayon incident. On regarde le plan qui traverse l'ellipsoïde des indices et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, toutes les directions peuvent se propager. Il n'y a pas de direction privilégiée. Ici, quand on regarde la section, on a un cercle, donc on est vraiment comme dans un cas isotrope. Maintenant, si on considère les cas qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui correspondent à la lame de phase, eh bien, on a notre direction de propagation qui est perpendiculaire à l'axe optique. Et quand on prend la section, là, ce qu'on obtient, c'est une ellipse. Et cette ellipse, eh bien, il y a un grand axe, il y a un petit axe, et ce qu'on sait, c'est que ce grand axe, ce petit axe correspondent aux champs qui vont pouvoir se propager sans être affectés. Ça va constituer les lignes neutres. On va avoir l'axe lent et l'axe rapide. Donc voilà, on a fini de parler un petit peu du milieu de propagation. On va maintenant parler de la propagation et de la polarisation, notamment le champ
qui évolue ici en décrivant eh bien, une ligne, une polarisation rectiligne. Alors, ce champ, il a deux composantes avec un déphasage entre ces composantes, un déphasage qui est ici noté phi. Alors, ce déphasage, c'est un angle, et si on a une polarisation rectiligne, c'est obligatoirement soit 0, soit pi. Un déphasage de pi sur 2, ça ne donnera pas une polarisation rectiligne, ça donnera éventuellement une polarisation circulaire. Donc, ce déphasage, phi, il ne faut pas le confondre avec l'orientation de la polarisation qu'on a représentée ici par l'angle θ. Cette orientation θ, elle va dépendre des valeurs E0x et E0y. Et là, on n'a pas forcément soit 0, soit pi, on peut avoir n'importe quelle valeur pour cette orientation de la polarisation. Alors, cette orientation de la polarisation incidente, c'est-à-dire la polarisation rectiligne qu'on a en entrée, il va falloir qu'on la compare avec l'orientation de nos lignes neutres, c'est-à-dire des axes lents et des axes rapides. Et ce que fait la lumière, c'est qu'en fait, elle va se décomposer suivant ces deux axes et elle va, entre ces deux axes, acquérir un déphasage supplémentaire. Alors, le déphasage supplémentaire est directement relié à la différence de chemin optique. Si la longueur du milieu est petit l, eh bien, ce déphasage, ce sera la biréfringence delta n, c'est-à-dire la différence entre l'indice lent et l'indice de propagation rapide. Là, on a la différence de marche. Le déphasage supplémentaire introduit, c'est 2pi divisé par lambda fois cette différence de marche. Et là, ce déphasage supplémentaire, il n'est pas forcément égal à 0 ou bien à pi, et donc du coup, la polarisation qu'on obtient en sortie, ce sera plus une polarisation qui sera forcément rectiligne. Ici, on voit la manière dont, dont la polarisation, au fur et à mesure qu'on a un déphasage qui est acquis, va changer. Alors, eh bien, ça peut bien se prendre en compte à travers le formalisme de Jones. Il va nous aider à trouver l'état de sortie. Et comme on voit ça, on le fait à travers une matrice où figure explicitement cet angle alpha qu'on a, qui correspond à l'orientation relative de la polarisation incidente par rapport à l'axe rapide, et le déphasage supplémentaire delta phi qui est introduit par la propagation dans le milieu de biréfringent de longueur petit l. Donc voilà, là on a revu toutes ces notions d'orientation. Tout ça, on l'a vu par étapes. Là, on a essayé de redonner sur cet exemple de la lame d'onde, eh bien, un panorama plus rapide.